On va démarrer la dernière partie de notre journée sur ce que je vous présentais ce matin, c'est-à-dire une note un peu différente que de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur les TND, sur les aménagements. Discuter un petit peu de ce qu'on doit retenir sur le confinement de mars et mai 2020 et les points de vigilance qu'on doit avoir en tant que parent si on devait retourner en confinement. Voilà. Alors moi, je vous présente ça, c'est vraiment une analyse que j'ai faite durant le confinement, mais aussi après le confinement, des remarques que j'avais de la part des parents sur des questions autour du rythme. Elle a plus de rythme, elle a du mal à s'endormir, elle s'endort tard. D'autres qui avaient de grandes difficultés à suivre ce que le parent, ce que l'enseignant pouvait donner comme travail. Voilà, j'arrive plus à suivre, il nous donne trop de travail. D'autres parents qui se plaignaient par rapport au comportement même de l'enfant. Il fait des crises, j'en peux plus, il m'écoute pas, elle manque d'organisation, il joue trop à la tablette, il m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'il régresse un petit peu. Bon, bref, comme l'image le donne là en illustration, on était face à des parents un peu démunis et puis des enfants aussi un petit peu en souffrance. Donc, et je continue tout doucement à sentir vraiment certains effets du confinement auprès de ma patientèle, notamment des troubles anxieux qui se manifestent, je trouve, de plus en plus par rapport à une rentrée lambda. Pour démarrer, je me suis un petit peu intéressée à des études qui ont été faites, alors soit pendant le confinement, soit après le confinement, soit avant notre propre confinement, notamment pas mal d'études japonaises et chinoises sur comment les enfants ou les adolescents pouvaient vivre pendant le confinement ou pendant la pandémie. Et je vous rapporte ici des résultats d'une étude qui a été faite, une étude française, qui a été faite avec le docteur Purper Wakil sur comment les enfants et adolescents avec le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité vivent-ils le confinement durant cette pandémie. Cette étude, elle est assez intéressante, elle est assez large, tout n'a pas été encore bien analysé, mais là, je vous fais état des premières informations qu'on peut retirer par rapport à cette étude. Donc, vous voyez que le groupe de parents qui ont répondu au questionnaire est quand même assez satisfaisant, puisqu'il y a un peu plus de 538 parents qui ont répondu. Et les questionnaires étaient des questions assez ouvertes sur, par exemple, comment va votre enfant depuis le confinement? Comment est la vie à la maison depuis le confinement? Est-ce qu'il y a une consultation à distance avec des professionnels de santé? Qu'est-ce qui pouvait définir tout autre élément qui était important en lien avec l'hyperactivité et la situation de confinement, comment il le vivait au jour le jour. Donc, c'était un questionnaire très qualitatif. Et sur les premiers résultats qui sont analysés actuellement, 34% des parents signalent une aggravation du comportement TDAH de leur enfant, alors qu'on a 65% des parents, alors tout confondu, qui signalent un état stable, voire parfois des comportements assez améliorés. Et quand je suis rentrée un peu dans l'analyse de cet article, on peut souligner les retours. Les retours peuvent être négatifs ou positifs. Sur les retours positifs qu'on peut mettre en avant, la première chose, c'est que les enfants TDAH ont été clairement soulagés de ne plus aller à l'école. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un enseignement plus général par rapport à l'enfant TDAH, c'est qu'il y avait une vraie rupture du rythme
scolaire, mais aussi du volume, la masse d'informations qu'ils doivent avaler à longueur de journée. Donc, c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant. Ne plus aller à l'école, c'était un vrai soulagement. D'autres points qu'on peut retrouver comme étant assez positifs à l'issue de cette étude, c'est qu'on remarquait des enfants beaucoup moins anxieux et stressés du fait de cette distance, du fait d'alléger aussi les choses, une meilleure estime d'eux-mêmes, une meilleure qualité d'attention du fait d'avoir à travailler à la maison, dans une salle beaucoup moins stimulante probablement, et moins d'informations, moins de fatigue du fait d'aller à l'école, de trouver les camarades, d'être, on va dire, distrait et dispersé. Mais également, les parents nous font état aussi de moins d'agitation. Les enfants sont clairement beaucoup plus sereins et un suivi qui restait quand même maintenu en téléconsultation et que tout le monde a plutôt bien accepté. Donc ça, c'était le côté assez positif des retours de ces familles-là. Les autres retours qu'on pouvait mettre en avant, c'était des retours un peu plus négatifs, avec clairement des difficultés de comportement, avec des refus, beaucoup d'opposition vis-à-vis des parents, le fait de les mettre au travail, pas mal d'agressivité aussi. Voilà 3 points qui étaient très mis en avant. Et les parents faisaient état de ces difficultés-là, surtout à la 3e semaine. 3e semaine de confinement, ça a commencé à devenir beaucoup plus difficile, délicat à la maison. Quand on rentre un peu plus dans les difficultés, on voit que c'est des difficultés pour travailler à la maison, à se mettre en route, à suivre, à s'investir en fait dans le travail. D'autres difficultés, c'était, et ça je l'ai vraiment vu aussi en consultation, c'est une vraie prise de conscience des difficultés scolaires. Beaucoup de parents sont venus juste après le confinement me voir en me disant « mais je ne me rendais pas compte comment ça pouvait être autant difficile pour la maîtresse que de suivre avec mon fils, d'avoir à le gérer à longueur de journée. » Donc, il y avait vraiment une prise de conscience des familles. L'autre point qui était aussi mis en avant, c'est les jeux vidéo. Alors, c'est un vrai problème, on va le voir, ça. Être à la maison, c'est pas être à l'école. Donc, pourquoi ne pas jouer aux jeux vidéo quand on est à la maison? Après, on a vu que dans cet article que les familles essayaient d'arrondir les angles et d'assouplir un peu et adapter les règles liées aux jeux vidéo. Les autres retours négatifs qu'on avait aussi, c'est un manque de contact sur le plan social. Il y avait moins les copains, c'était moins rigolo, même si on les voyait en ligne, c'est pas pareil, etc. Et enfin, le dernier point qu'on a pu mettre en avant, et c'est des troubles du sommeil. Je vois aussi encore à l'heure actuelle des enfants qui viennent avec des grandes difficultés de sommeil, de se mettre en route, des saccades, des ruptures dans le sommeil, on verra pourquoi. Donc, à l'issue de cette confrontation entre un article scientifique et mon propre constat, je vous propose d'analyser 4 points, 4 constats. Premier constat, c'est des difficultés d'attention, de concentration et d'organisation pour les familles et pour les enfants. Donc là, on verra le facteur neuropsychologique ou cognitif. Deuxième constat qu'on peut avoir à l'issue de ce confinement, c'est très souvent des difficultés de repère dans le temps et dans l'espace. On ne sait plus quelle heure il est, on ne sait plus où on en est. Et du coup, on a un impact sur le sommeil, l'arrivée du sommeil et la qualité du sommeil. Donc là, on va évoquer un peu les facteurs environnementaux. Troisième constat, c'est les difficultés de gestion des écrans et de la régulation émotionnelle du stress, qui sont des facteurs qui ont été relativement difficiles à gérer pour beaucoup de familles, de se retrouver enfermées parfois dans un petit appartement avec 3 enfants à faire du télétravail. Tout le monde était à fleur de peau, donc
Ce que je vous propose, c'est de voir le facteur émotionnel et affectif. Et enfin, le quatrième constat, c'est des difficultés d'application des méthodes scolaires à la maison et le maintien des prises en charge et des remédiations. Donc là, ce sera le dernier volet qui est le facteur pédagogique. Alors, je vous propose de faire un premier point sur la partie cognitive. Alors, je vais la passer très vite puisqu'on l'avait vu ce matin sur la définition des troubles neurodéveloppementaux. Je vous rappelle que être dans le confinement, ça touche tout le monde, ça a touché tout le monde, mais en particulier pour les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, c'était délicat puisque on sait que l'interaction avec l'environnement, la socialisation, la scolarité, toutes ces stimulations-là sont extrêmement importantes pour leur fonctionnement à eux. Et donc, le fait de casser un petit peu ces habitudes-là ont pu, alors on n'a pas d'études, mais avoir un impact sur certaines habitudes ou compensations. Donc, tout ça, on l'avait déjà vu ce matin. Donc, ce que je vous propose là, donc, si vous vous souvenez, sur l'appareil cognitif, où on peut avoir différents modules, je vous rappelle qu'ils sont isolables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser et étudier, mais qui ne peuvent pas être isolés parce qu'ils sont tous reliés les uns avec les autres. Je vous propose de faire un petit arrêt sur image sur deux fonctions, la fonction intentionnelle et les fonctions exécutives, puisque justement, les familles se plaignaient énormément de problèmes de concentration et d'attention, mais également des difficultés d'organisation. Alors, si on s'arrête un petit peu à ce que c'est que l'attention. Alors, j'ai trouvé, et c'est d'actualité, je vais vous montrer quelque chose, si j'y arrive. Hop, voilà. Je vais vous montrer cette vidéo. Alors, je vous demande de la regarder tout simplement et de focaliser votre attention sur ce que vous voulez sur cette vidéo. Regardez bien. Ok. Je vous la remontre. Ok. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a quelque chose que vous avez remarqué sur cette image? Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez regarder en ligne sur le téléphone. Hein? Oui. Je parle à mon public. Ah, il y a quelqu'un de très attentif. Effectivement, si vous regardez cette vidéo, en fonction de votre niveau d'attention, qui soit focal sur la personne ou qui libère un peu toutes les choses, vous allez remarquer, vous voyez quelque chose là? Voilà, je vous remets la vidéo. On va la remettre après, mais peut-être pour les autres personnes, regardez ici, hop, juste à côté. Donc, le monsieur est en train de parler. Et juste à droite, là, hop, un petit écureuil qui passe. OK? Donc là, c'est simplement pour vous... Alors, je remontre pour le public. Regardez là. Hop là. Coucou. Hop. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, si vous avez vu cette vidéo. Donc, c'est la fameuse sortie de M. Trump de l'hôpital après son séjour suite au Covid. Un des médecins est en train de parler et je regardais cette vidéo qui tournait en boucle en permanence et je me suis aperçue très, très vite de ce petit écureuil voilà, qui est juste là derrière et qui s'amuse. OK. Donc, ça, c'est une illustration typique de ce que c'est que l'attention-concentration. Je voulais illustrer également par rapport à ce... Hop, voilà. Désolée. Voilà.
Quand vous arrivez, vous devez arriver très vite, vous êtes en retard à un aéroport pour prendre votre avion et puis que vous êtes dans une masse d'informations, vous devez être dans une sélection de données. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Vous devez repérer, je ne sais pas, si vous voulez aller à Prague, par exemple, vous devez repérer votre quai, ne pas faire attention à toute la stimulation et visuelle et auditive qu'on peut avoir autour de vous. Votre attention est relativement forte parce que vous devez vraiment être très concentré en tenant les bagages, de vous assurer que votre fille vous suit, que votre fils a bien mis ses chaussures à l'endroit. Et puis, vous devez être en attention divisée parce que votre fille vient de vous dire qu'elle a oublié son nounours dans le taxi et que vous ne savez plus quoi faire. Partagez toute votre attention. Donc ça, l'attention, c'est vraiment un système, comme je vous disais ce matin, qui est disponible justement pour nous adapter par rapport à notre environnement. Si on n'avait pas une attention suffisamment solide, vous pouvez imaginer que la masse d'informations qu'on a sur cette terre, l'information auditive, les informations visuelles, même notre équilibre statique et la pression sur Terre, tout ça, si vous voulez, notre organisation est capable maintenant de faire des filtres et de ne retenir finalement que ce qui est devenu pertinent pour ce qu'on doit traiter. Donc, on va rechercher avec nos ressources tout ce qui est important et disponible et aller rechercher ce qui nous apparaît important. Donc, vous réceptionnez de manière maximale, mais vous êtes capable aussi de filtrer et d'analyser les informations les plus pertinentes. La concentration, c'est quelque chose beaucoup plus chargé sur le plan de la tâche, avec un effort coûteux de plus en plus important. Et c'est un concentré d'énergie, en fait, la concentration. Elle est limitée, c'est-à-dire on n'est pas concentré en permanence, on va le voir. Et du coup, on peut être sujet à bien la tenir, ne pas se distraire par ce qui se passe autour de nous, et puis ne pas être dispersé ni avec notre corps, ni avec notre attention. Ici, je vous montre justement l'exemple d'une photo. C'est quelque chose que je fais très souvent avec les enfants pour leur expliquer ce que c'est que l'attention-concentration, en leur demandant de faire une photo et puis de me décrire ce qu'ils voient sur cette photo. Et très souvent, alors ils nous décrivent ce qu'il y a sur la photo. Bon, il y a un cadre derrière, il y a une espèce d'horloge, il y a un tableau, il y a une lampe, bon bref. Et très souvent, d'ailleurs, ils s'oublient eux-mêmes. Ils vont parler du masque qui est sur le visage, bon bref. Quelque chose voilà, de très ciblé de tout ce qu'il y a autour, mais jamais de centré. Puis je leur dis, bon, il te manque pas quelque chose, tu n'as pas oublié quelque chose? Ah bah oui, moi. Ah oui, ok, tu ne penses pas que c'est quand même le plus important? Ah bah si, quand même, c'est le plus important. Et je leur explique justement en faisant attention de ce qui est au premier plan et au second plan. Qu'est-ce qui est au premier plan? Ben moi, ok. Et qu'est-ce qu'il y a tout autour? Eh ben oui, d'autres choses. Et du coup, voilà, ça leur permet de sentir que l'attention, il y a des choses qui sont importantes dans notre environnement et puis des choses beaucoup moins importantes. Et du coup, c'est à nous d'être capable de faire un filtre pour sélectionner l'élément le plus important. Si je suis en train de faire mes devoirs et que ma mère passe l'aspirateur, je me pose la question au premier plan, qu'est-ce qui doit rester au premier plan de mon attention-concentration? Bien sûr, c'est mon devoir. Mais qu'est-ce qui peut me perturber, me distraire par rapport à mon activité? Eh bien, c'est l'aspirateur. Donc, c'est important aussi aux enfants de sentir comment se placer par rapport à tout ça. Quand on parle d'attention-concentration, il faut aussi parler de la vigilance. Vous savez que les enfants ne sont pas vigilants tout le temps et toujours opérationnels en permanence.
il faut tenir compte de beaucoup de paramètres et notamment l'âge de l'enfant. On ne peut pas demander à un enfant de 5 ans ou 6 ans de rester concentré 30 minutes. C'est clairement impossible. C'est pareil pour des enfants de 7-10 ans. C'est 30 minutes, c'est beaucoup trop important. Donc là, je vous ai marqué ce qu'on attend en fait. Hein. Qu'est-ce qui peut être normal, la durée d'attention de concentration chez les enfants. Donc, entre 5 et 7 ans, on ne peut pas aller plus loin que 15 minutes. Hein. Entre 7 et 10 ans, on peut aller jusqu'à 20 minutes. Entre 10 et 12 ans, on peut faire 25 minutes. Et entre 12 ans et 16 ans, jusqu'à 30 minutes. Donc, vous voyez comment ça peut finalement être extrêmement compliqué de tenir, pour un enfant qui est au collège à 12 ans, de tenir 50 minutes d'histoire géo. C'est clairement pas possible. Donc, il y a un vrai travail à faire aussi sur les aménagements et l'adaptation parfois du parcours, du contenu scolaire et s'adapter aussi aux exigences et aux besoins de l'enfant. Sinon, on devient extrêmement contre-productif. Ici, je vous ai indiqué aussi les phases sur une journée entière. Vous voyez que vous avez des pics de haut, donc des meilleures performances, les meilleures performances dans la journée, et puis des plus bas, des pics plus bas en fonction de votre journée. Ce qu'on constate, et ça on le savait quand on a voulu proposer les aménagements du temps de scolaire, que le meilleur moment pour un enfant, c'est de travailler, vous voyez, aux alentours de 9h, 10h, voilà. Le matin, c'est là où on va, pour un CP, avoir le pic de meilleure performance, meilleure concentration. On va être un peu plus décalé par rapport au CM2 où on va être sur du 10-11 heures. Vous voyez, là, on commence à devenir très performant. Et puis, pour les populations, on voit qu'il y a une vraie baisse de régime. Donc, des enfants qui sont clairement pas très disponibles pour être dans les apprentissages. Donc, vous voyez, sur un CP, quasiment pas disponible de 13h à 15h. Et pour un plus grand CM2, donc on va dire une dizaine d'années, voilà, entre 13 et 14h. OK ? Donc ça, c'est très important pour vous de savoir ça et de se dire, on ne va pas bosser juste après le déjeuner le dimanche parce que ce n'est pas la meilleure période. Donc là, ici, c'est une étude qui avait été faite et vous voyez qu'en proposant des épreuves, on voit que peu importe les épreuves proposées, on a toujours ces meilleurs pics de performance autour de 11 heures et la baisse de régime dans les résultats en début d'après-midi. Donc ça, c'était tout le volet attentionnel, hein, vos points de vigilance. Sur les fonctions qu'on appelle exécutives, alors les fonctions exécutives, ce que je vous disais ce matin, c'est le côté un peu frontal, c'est ce qu'on appelle, nous, le chef d'orchestre des autres fonctions cognitives, puisque ce sont des processus qui permettent de nous adapter dans notre comportement à des situations qui ne sont pas habituelles, pas routinières. Donc, ça exige énormément d'énergie et quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Parmi ces fonctions exécutives, on a ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un peu comme mon bureau. Si j'ai un grand bureau, je reçois bien les informations et comme j'ai de l'espace, je suis capable de manipuler ces informations. Donc ça, dans les tests, on va, par exemple, vous donner des chiffres, 1, 4, 8, 2, 7, et vous devez répéter 1, 4, 8, 2, 7, ou à l'envers, les répéter à l'envers. Donc, on a une mémoire auditive, mais on a aussi la même chose en visuel. Hein. Donc, c'est cette mémoire du support, hein, de ce qu'on doit exécuter. Et puis, on a d'autres fonctions, je vous les ai illustrées, on les avait déjà vues ce matin, le contrôle inhibiteur, donc c'est être capable de freiner notre cerveau à analyser certaines choses qu'il a l'habitude de faire en faisant toute autre chose.
Donc là, l'illustration de ce test du Stroop qui est assez connu, c'est de lire non pas le mot, mais lire la couleur. Donc le premier c'est vert, donc c'est vert, mais le prochain stimulus que je vais devoir dire, là ici, c'est rouge et non pas bleu. Donc lire le mot et non pas la couleur, ou inversement d'ailleurs. La troisième fonction exécutive qu'on connaît aussi, c'est ce qu'on appelle la planification. Ce que je vous expliquais ce matin, c'est être capable de passer d'une information à une autre. Et ça rentre justement dans les défauts d'organisation des enfants. Ou des difficultés en raisonnement, en mathématiques. Voilà, c'est de grandes difficultés à s'organiser. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. Donc c'est être capable de jongler, on va dire, de s'adapter, de reprendre des choses et de réajuster son comportement. Ou par exemple ici, vous devez compter à l'endroit et puis reprendre à l'envers, etc. Donc ça nécessite effectivement pas mal de flexibilité. Donc, chez les enfants 10, les fonctions exécutives ne sont pas toujours à maturité. Comme on le disait aussi ce matin, on n'a pas les choses qui arrivent tout de suite avec notre cerveau. Hein. Ça demande beaucoup de temps et de maturité. Parfois même à la fin de notre vie, on n'a toujours pas les choses à maturité. Donc, toutes ces fonctions-là ne sont pas spécialement matures pour un enfant TDAH ou trouble 10. Et donc, vous aurez à réaménager certaines choses. Hein. Donc, et quand on parle d'organisation et de planification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un but très, très précis et on sait ce vers quoi on veut aller. Il faut aussi être capable de structurer l'enfant dans le temps et dans l'espace, hein, lui donner un espèce de cadre. Et puis, on doit aussi répondre à des besoins quand on est face à une organisation. Et donc, on doit être capable aussi d'atteindre des objectifs. Donc, en fait, ce qui est important de faire, c'est d'anticiper, mettre de l'ordre pour réaliser les choses et puis être capable d'estimer le temps de réalisation. Alors là, j'aime beaucoup cette petite image. Je pense que les mamans qui étaient en confinement pourront confirmer. Hein. Là, c'est l'idéal. Hein. Tout va bien. Hein, je peux mettre un peu de farine, oui, etc., etc. Et, sauf que dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Tout le monde fait tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, quelques conseils peut-être pour ces problèmes d'attention ou de capter l'attention. Hein. Rien de tel, je le répéterai pas jamais assez, hein, quand on a besoin vraiment d'être placé, d'être dans une situation d'attention importante, la respiration, la relaxation, alors qui n'est pas du tout toujours bien comprise pour les enfants, est quand même quelque chose, un outil qu'il faut quand même tenter d'installer avec eux. Il est important aussi de vous placer par rapport à votre enfant. Si vous lui demandez des choses ou vous lui demandez une consigne ou une tâche à faire, il faut que votre ton, votre demande soit claire, précise, unique. Chaque chose demandée, c'est une proposition de fait et non pas une consigne à distance. Tu pourras me chercher mon téléphone dans la cuisine, mais avant, tu iras dire à ton père qu'il doit sortir la voiture du garage. Ça risque d'être compliqué. Pour les plus petits ou parfois les plus grands, il faut vraiment être en interaction avec eux et un regard qui se place bien. Sinon, voilà, vous aurez l'impression de parler dans le vide et eux, ils ne vont pas vous écouter. Ne pas hésiter à changer aussi les supports, passer d'une activité variée, voilà, avec faire un peu de mathématiques parce que c'est visuel, faire un peu de français parce que c'est un peu plus auditif. Voilà, proposer des supports variés sur votre journée de travail. Pour maintenir l'attention, hein, il faut toujours avoir des rythmes de séance. On le verra, cadrer votre temps.
limiter, si c'est un quart d'heure, on va le voir, c'est un quart d'heure, mais bien planifier votre temps et votre espace. Éviter le maximum les distracteurs parce que ça va de soi, mais très souvent, si on fait dans la cuisine, il y a le poulet qui signale que c'est terminé, la grande sœur qui tire les cheveux de la petite sœur et le chat qui saute sur la table, ça devient compliqué. Et éviter évidemment les doubles tâches, faire plusieurs choses en même temps en décomposant le plus possible les tâches. Quelques conseils pour la concentration. Si vous ne mettez pas l'élève en projet, votre enfant en projet, ça va être compliqué pour lui d'avoir un intérêt sur ce qu'il fait. Si vous lui expliquez vraiment les objectifs et qu'il puisse avoir, on va dire, une vision de l'action, vous avez tout à gagner, sinon on va avoir affaire à un vrai défaut de motivation. Il faut l'impliquer voilà, dans son activité, ça va pour la suite. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué à l'école de l'autoriser à bouger, se balancer, mais on peut tout à fait le faire à la maison, donc profitez-en. S'il peut être debout ou allongé sur le tapis, c'est pas un souci. Très souvent, je dis aux parents, s'il doit apprendre sa poésie avec la tête en bas et les jambes en l'air sur le divan, c'est pas grave. Hein, le principal, c'est que ça rentre. N'hésitez pas, ils aiment beaucoup faire des mouvements d'étirement, de gymnastique faciale. Voilà, ça leur fait des temps de décompression qu'ils aiment beaucoup. Et puis encore une fois, varier les activités, baliser votre temps au maximum. Pour s'organiser, comme je vous disais, il faut vraiment vous donner des objectifs qui sont très simples et réalisables. Ça ne sert à rien de penser qu'on va faire une pièce montée hein, si on a un peu du mal à faire un simple petit cake. Hein. Donc, on va faire des choses petites pour au moins aboutir à quelque chose de positif et de réussi. Définir aussi les choses, hein, ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à faire sur le court, le moyen, le long terme, prioriser aussi. Le prof de physique nous a demandé de faire l'exercice demain, il ne va pas passer avant la dictée qu'on doit apprendre pour lundi prochain. Vous voyez, donc c'est bien définir les choses parce que plus vous allez cadrer et plus ce sera clair dans la tête de votre enfant et moins il perdra d'énergie à justement avoir cette dispersion. C'est des tout petits détails, des tout petits conseils, mais qui changent vraiment la vie si on les applique. Et puis, soigner les repères dans le temps et dans l'espace. Ce qui nous amène directement au deuxième point, qui est justement ces fameux repères dans le temps et dans l'espace et les facteurs environnementaux. Alors, ici, j'adore cette image de Kevin qui est au lit et le prof en ligne qui l'appelle, qui doit faire l'appel avec ses enseignants avec la webcam et qui appelle Kevin et lui, il est toujours au lit, il dit présent. Donc, ça fait référence, je pense que ça rappellera de bons souvenirs à des parents qui avaient du mal à s'installer un petit peu dans le temps et dans l'espace. Or, ces notions-là de temps et d'espace sont vraiment des constructions sociales de base, donc qu'on a perdues pendant le confinement, qui sont complexes, mais qui nous permettent justement de rester ancrés dans la vie sociale. Et c'est vrai que les éléments qu'on sentait très vite en visioconférence avec nos patients, c'était ces problématiques-là, de repères dans le temps et de repères dans l'espace. Pourquoi les problèmes de repères dans l'espace ? Tout simplement parce que quand on écoute l'enfant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, mais moi, à l'école, c'est l'école, mais quand je suis à la maison, voilà, c'est certainement pas l'école. Donc, ça a été très difficile de gérer l'espace quotidien et de le transformer en un nouvel espace de travail. Ça a été quelque chose de très révélateur les premiers temps. Ça s'est un peu estompé au cours du confinement, mais on a eu une phase où c'était compliqué de s'organiser, d'agencer, de réfléchir à comment on allait faire, etc.
La deuxième remarque que j'ai sentie aussi à travers les consultations, c'est le temps de travail à la maison. Alors, on y a tous eu droit. Moi, la première, hein, de me dire, ah tiens, il est 2h47 du matin et je ne suis pas au lit. Se sentir complètement en décalage par rapport à notre vie sociale habituelle et en disant, bon, bah, c'est pas grave, on fera ça demain. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça pendant le confinement, mais malheureusement, il y avait le rythme scolaire à assurer et donc ça a été très compliqué. Simplement pour comprendre autour de l'espace et autour du temps, hein, l'espace, c'est savoir se repérer, savoir faire où faire quoi. Hein, on ne fait pas les choses n'importe où. Et donc, c'est important d'y mettre du sens, même si ça se passe à la maison, et savoir où mettre quoi. Hein, donc, les choses, il faut les organiser. Je pense que les familles d'enfants qui ont des troubles 10 sont ultra organisées sur le cahier bleu, dans le casier bleu, etc. Mais c'est quelque chose qui est important quand même à structurer, même au-delà du confinement. Sur la partie un peu plus du temps, voilà, un enfant n'a pas le temps inscrit, il n'a pas une horloge interne tout de suite arrivée et il doit apprendre déjà à se repérer dans le temps en ayant une bonne conscience des saisons, des jours, des mois, des années, de son âge, etc. Mais être capable aussi de se servir du temps, comprendre l'horloge, 5 minutes, 10 minutes, etc. Les enfants ont beaucoup de mal à bien intégrer ce que c'est le temps, hein, surtout les enfants qui ont des troubles de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité d'ailleurs. Que ce soit 5 minutes ou 25 minutes ou 4 jours, on va dire que pour eux, c'est presque pareil, on va dire. Donc, tout ça, c'est vraiment des prérequis qui sont déjà à la base problématiques. Planifier aussi les actions dans le temps, hein, c'est savoir aussi ordonner les événements, le avant, le après, qu'est-ce qui est à prioriser, qu'est-ce qui est le plus important, le moins important. OK ? Donc, les conseils qu'on peut donner par rapport à ces questions-là, c'est d'avoir, pour la gestion de l'espace, avoir une fonction pour un espace. Donc, c'est-à-dire, on essaye d'avoir un endroit qui serait destiné au travail, consacré au travail, comme un espace en zone. Et idéalement, c'est d'éviter de travailler dans la chambre parce que la chambre reste quand même un espace où l'on dort et on ne doit pas complètement l'investir avec tout le boulot de l'école, avec le sac, les affaires, etc. Alors, je sais que parfois les familles n'ont pas beaucoup d'espace, mais parfois le fait de rajuster une petite étagère pour pouvoir mettre les cahiers et de pouvoir travailler sur un endroit bien précis à la salle à manger ou au salon, ça le fait parfaitement. Évidemment, limiter les distracteurs le plus possible, placer les affaires, vérifier tout ce qui est à sa place et jeter les objets inutiles. Ça, c'est pareil, on avait tendance à laisser faire, à laisser s'entasser, etc. Et au final, on arrive avec une masse d'informations qui perturbe aussi l'enfant. Sur le plan du temps, on a des choses qui existent déjà et qu'on utilise nous, ou les ergothérapeutes ou les autres professionnels pour se repérer dans le temps. Donc, ne pas hésiter à utiliser des petits supports. Même parfois tout ce qui est fait avec la méthode Teach pour les troubles du spectre de l'autisme sont quand même ultra exploités finalement dans la vie quotidienne et dans la capacité à planifier son travail dans le temps et bien de se repérer. Le matin, je vais faire un peu de français, je vais faire un petit peu d'histoire géo et puis l'après-midi, on fera une sortie.
Voilà, on peut préciser les choses avec un espèce de plan de travail plus ou moins adapté et ne pas hésiter à travailler avec ce qu'on appelle le time timer. C'est un petit réveil qui, on va le voir après, qui permet de bien visualiser le temps qui passe. Pour eux, c'est très important de sentir ces minutes et ce travail qui tourne. Pour les petits, il y a une astuce d'un livre que je vous ai mis à la fin en bibliographie. C'est l'astuce des 3 minutes. Parfois, quand on est en CP, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, ça ne sert strictement à rien de rester tout un week-end ou pendant 1 heure à faire un exercice de maths parce que vous allez vous énerver, le petit ou la petite va s'énerver et puis on ne fera rien du tout. Alors que si on faisait par petit temps comme ça, dédié au travail, en disant ok, on est parti pour 3 minutes, ils aiment beaucoup d'ailleurs. Là, vous êtes certain qu'il va être réceptif et efficace, rapide et efficace. Alors, c'est certes, c'est 3 minutes, mais c'est des 3 minutes qui sont vraiment efficaces. Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment bien et sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous voyez, comme le papa là, en disant allez, on y go, on va faire nos 3 minutes et tout le monde est relativement content. Les enfants adorent les challenges, surtout les petits. Pour les plus grands, on a des choses que, alors je fais depuis pas mal d'années en méthodologie de travail, je leur fais comprendre, surtout les ados, qu'il faut bien baliser le temps. C'est un peu comme un avion, quand il décolle ou il atterrit, s'il ne sait pas où il va, c'est compliqué voilà, de faire les choses. Donc, ce que je fais, c'est une astuce d'emploi du temps où je repère déjà tout son emploi du temps que j'appelle obligatoire, c'est-à-dire quand il va à l'école, quand il va voir les professionnels, les rééducations, le sport, il place tout ce qu'il a dans son emploi du temps. Et ce qui va mettre en exergue, c'est des trous de temps qu'il va pouvoir exploiter comme étant un temps dédié au travail. Et donc, on va pouvoir définir chaque jour, on va dire, un petit créneau de 30 minutes, de 45 minutes, s'il peut tenir 45 minutes, ou 2 fois 30 minutes, dédié uniquement au travail. Et ce que je leur fais comprendre, c'est que bien souvent, dans leur tête, ils ne comprennent pas que le travail, le devoir, ça n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Obligatoire dans le sens où ils doivent réviser, ils doivent reprendre, ils doivent classer, ils doivent trier. Évidemment, pour certains enfants qui ont des aménagements, on peut adapter les devoirs, mais ce temps-là est quand même important de réinvestir un petit peu les connaissances. Et très souvent, alors ils se retrouvent avec des devoirs, même si on a notre aménagement qui nous permet d'alléger les devoirs, il y a quand même ces devoirs et ces pressions. Et l'enfant n'est pas spécialement en train à le faire. Donc, on va bien les aider à comprendre ça parce que justement, ça va éviter ces temps de procrastination, de faire quand on aura le temps. Donc, définir bien ces temps dédiés au travail et prévenir. Alors, utiliser pour les ados, ils aiment beaucoup avec leur téléphone, leur rappeler un petit temps dédié au travail, aux tâches. Donc, c'est un bip-bip, temps tâche, temps travail. Donc, ils savent le temps devoir, le temps pour les devoirs et ils aiment beaucoup, ça leur rappelle. Alors, c'est quelque chose qui marche bien, qui marche vraiment bien pour justement les réinvestir, on va dire, dans une vraie motivation au travail. Alors, ils ne feront peut-être pas tout, mais c'est quelque chose qui les maintient bien. Ici, là, je vous ai mis justement un petit emploi du temps que j'ai fait pendant le confinement avec un enfant où vous voyez, on se faisait des petites sessions. Alors, il est en 3e, des petites sessions le matin. On avait fait un nouvel emploi du temps avec des urgences. Vous voyez, on a adapté et ça a super bien fonctionné. Donc, il faut bien structurer les repères.
parce qu'ils peuvent avoir des conséquences importantes d'organisation et de motivation. Ça, c'est très important. Il faut faire ce qu'on peut, mais voilà, ça fonctionne bien. L'autre point important, c'est le sommeil. Le sommeil a été et reste d'ailleurs encore une grosse problématique pendant le confinement, mais aussi là, j'ai 2 enfants là que je prends en charge uniquement pour des problèmes de sommeil. On a été très en décalage par rapport au rythme de vie. Ici, je vous ai indiqué le temps qui est consacré normalement au sommeil. C'est les heures de sommeil. Vous voyez, par exemple, pour un enfant de 3-5 ans, il faut dormir entre 10h et 13h. Et plus on grandit, moins on a besoin de sommeil, mais on a quand même besoin de sommeil. Pour des enfants de 6 à 13 ans, on a quand même besoin d'au moins 9 heures de sommeil. Okay, donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre conscience en tant que parent parce que bien souvent, ça n'est pas toujours respecté et pendant le confinement, ça a été compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Parce qu'on s'est désynchronisé totalement sur notre vraie horloge biologique. Hein. Donc du coup, pourquoi? Avec les problèmes de luminosité d'écran, parce qu'on ne faisait pas assez d'exercice, on avait des repas décalés, et ce qui fait que, vous voyez ici, vous avez le rythme du temps de votre journée, avec, comme on avait vu tout à l'heure, dans votre journée, des petites baisses de régime, des remontées, puis on redescend pour pouvoir dormir. Là, on va se sentir totalement en décalage par rapport au rythme, et ce qui va faire qu'on va avoir un cercle vicieux de retard de phase. Au lieu de dormir, je ne sais pas, à 21h pour un enfant, il se mettait à dormir à 23, voire minuit, voire 1h du matin. Donc, c'est un vrai souci parce qu'il a quand même besoin de son sommeil pour les apprentissages. Donc, le petit scoop quand même qu'il faut que je vous dise pour une étude qui a été faite, c'est que si vous donnez des consignes d'heures de coucher, même à votre ado, ils seront écoutés quand même à 54%, donc une chance sur 2 quasiment. Donc ça vaut le coup quand même, et vous verrez qu'il y a quelque chose d'assez intéressant quand vous allez lui dire écoute, ce serait bien que tu puisses quand même aller au lit à 21h30 pour espérer dormir à 22h. Il y a quelque chose d'intéressant qui se fait. Alors, d'autres, 21% se laissent encore 1 heure par rapport à l'horaire que vous leur avez indiqué. Et puis bon, il y a 25% qui n'écoutent pas, il ne faut pas se leurrer. Mais je trouvais intéressant de vous signaler que vous avez aussi votre part à jouer en disant, OK, je te propose, je te signale que il serait bien que tu ailles au lit à 21h30, 22h max pour un grand ado. L'autre facteur important, c'est les écrans. Les écrans, c'est une vraie problématique qui va justement induire sur le sommeil. Pourquoi? Tout simplement parce que l'écran, quand je parle d'écran, c'est l'ordinateur, c'est la télé, c'est surtout le téléphone, le smartphone. Il génère une certaine luminosité, les lumières bleues, qui vont être traitées dans notre cerveau comme si en fait il faisait jour. Et donc ces lumières-là, vous voyez, elles vont inhiber directement la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone, l'hormone du sommeil. Donc ça va complètement la supprimer, et ce qui fait qu'on n'aura pas du tout envie de dormir. Et donc, vous voyez ici que du fait de cette luminosité, alors que vous pouviez dormir à une certaine heure, vous allez vous décaler à cause de cette lumière. Donc, ce qui est important, c'est toujours de donner des feedbacks de durée, que ce soit le sommeil ou les écrans. Tu joues tant de temps, tu vas au lit à telle heure si tu peux. Idem pour l'heure du coucher. Voilà. Même à 17 ans et 11 mois, c'est important de leur donner des repères pour aller au lit.
Essayez de garder un rythme dans votre journée avec un réveil qui est régulier, des petits déjeuners, des dîners. Hein. C'est pas on squeeze une étape et puis on mange à 15 heures. Ça va vraiment vous dérégler. Et garder une hygiène aussi de vie. Hein. Je pense qu'on a tous été pendant le confinement en pyjama toute la journée. Bon, bah voilà, c'est ça, on le met le pyjama la nuit. Faites au maximum des activités, même si elles sont peu nombreuses, elles restent importantes. Stoppez les écrans 1 heure avant le coucher, parce que, comme on a vu juste avant, ça génère pas mal de stimulation et engendre toujours l'activation, l'inhibition de certaines hormones du sommeil. Et si vous avez vraiment des soucis autour du sommeil, il ne faut vraiment pas hésiter à créer des agendas du sommeil. Ça, vous pouvez vous faire aider par des professionnels ou aller consulter. Pour information, je vous indique ici, vous savez qu'on a une certaine réglementation par rapport aux enfants, par rapport aux écrans, avec le 3, 6, 9, 12. 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, on ne peut pas leur proposer d'utiliser des écrans à 3 ans de la même manière qu'un enfant de 12 ans. Donc ici, vous voyez que normalement, avant 3 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est même la télé. C'est déconseillé. Entre 3 ans et 6 ans, on commence à introduire la télé et un petit peu de jeu. Mais vous voyez, par jour, tout confondu, tout support confondu, c'est pas plus de 20 minutes. Entre 6 ans et 9 ans, on interdit toujours Internet et les réseaux, mais on commence un petit peu à introduire les jeux vidéo, en plus de la télé et du téléphone, etc., etc. Okay, donc ça, c'est important d'être vigilant en tant que parent parce qu'il ne faut pas que les jeux ou tous les écrans prennent le pas sur le reste. Le troisième point qu'on peut aborder, c'est les facteurs émotionnels et affectifs. Alors, j'ai vu énormément et là, j'en vois presque de plus en plus après le confinement, des personnes, des enfants qui sont extrêmement stressés, qui sont dans parfois des états de panique, de peur d'aller à l'école. Ils développent des débuts de phobie scolaire, d'autres enfants qui ont une vraie phobie de l'anticipation, qui sont totalement perdus de savoir ce qu'ils doivent faire après, etc., etc. Et donc, ils ont beaucoup de mal justement à contrôler ce qui se passe dans leur tête et c'est le corps qui prend le dessus sur les exigences que l'environnement peut avoir. Voilà. On va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, on a, vous savez, c'est un conditionnement. Hein. Si vous avez un agent qui va vous stresser, vous allez avoir une certaine émotion, votre corps va avoir des réactions, votre cerveau va interpréter et rebolote. Vous allez l'inclure comme étant un stress ou un problème, voire une phobie. Donc, vous retrouverez sur Internet ou avec les professionnels des petits outils pour vous aider pas à pas à déjà trouver des outils pour calmer ces peurs, ce stress. Mais il ne faut pas hésiter à consulter si vous voyez que ça prend trop le pas. Idem avec les émotions. On a eu nombre de parents qui étaient très gênés du fait du comportement de leur enfant, avec beaucoup d'opposition, de la provocation, des grandes difficultés à gérer la frustration. Et donc, on est sur un espèce de cycle, vous voyez ici, d'opposition assez classique. Le parent demande quelque chose, l'enfant s'oppose. Alors, le parent argumente, il s'oppose toujours, et puis le parent menace, et puis on est dans un cercle vicieux. Et puis, comme en général, il arrive très fréquemment que l'enfant gagne, et ben, en fait, il a tout bénéfice à ce que ça continue comme ça, puisque c'est lui qui a gagné. Donc, c'est un vrai conditionnement
de la situation, et les parents se trouvent dans ce qu'on appelle très souvent dans un burn-out parental. Ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus du tout où ils en sont, et ils ont vraiment, vraiment besoin d'aide. Je dis toujours que un bon parent, alors on est tous des bons parents, mais c'est simplement dire qu'un parent qui est bien, voilà, c'est un parent qui va bien aussi. Donc c'est important de prendre soin de soi, parfois même avant de prendre soin de son enfant. Et pour l'illustrer, justement, je vous montre cette métaphore du masque à oxygène. Vous voyez, si vous voulez aider votre enfant, il faut d'abord que vous puissiez aussi respirer. Et dans les méthodes qui peuvent exister pour vous aider, on a eu des ateliers que je propose au cabinet et d'autres neuropsychologues formés à cette méthode qui est la méthode Barclay. Ce sont des habiletés parentales qui permettent pas à pas, en fait, à renouer un vrai contact avec un enfant qui présente des troubles, vraiment des gros troubles du comportement, d'opposition, intolérance à la frustration, qui est vraiment dans une famille la famille qui est dans une situation assez dramatique de manque de communication. Et on leur propose, vous voyez, une dizaine de séances où on va travailler pas à pas en leur montrant un petit peu comment on analyse le comportement. Ce moment qui est extrêmement important que je vais vous expliquer, qui est le moment spécial, mais aussi ainsi de suite. On y va crescendo pour que le parent puisse reprendre tout doucement son rôle de parent et non plus l'enfant qui gère et qui dicte sa loi. Simplement, quelque chose qui marche très bien et qui a pu marcher très bien pendant le confinement, c'est ce qu'on appelle le moment spécial. Très souvent, les parents, quand ça ne va pas, ils ne mettent en avant que ce qui ne va pas. Donc, c'est un cercle vicieux parce que mon fils est infect, il est insupportable, j'en peux plus, je le supporte plus et ça va plus. Et comme le parent a un discours très négatif, l'enfant, en fait, il reste toujours un peu dans ce système-là. Le moment spécial, c'est un moment qu'on demande aux parents de faire tous les jours, pendant une vingtaine de minutes, un temps de jeu avec l'enfant. C'est un petit moment où c'est l'enfant qui décide quel jeu il veut. Alors, s'il y a Poupée Barbie ou les caméons, bah tant pis. C'est l'enfant qui décide, c'est l'enfant qui dirige le jeu. Et le parent est là pour jouer avec, pour observer et puis surtout lui dire « Waouh, c'est chouette ce que tu fais. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait jouer de cette manière-là. Ah, quand j'étais petite, j'aurais peut-être pas eu cette bonne idée. » Vous voyez, c'est lui donner un aspect très positif. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous allez avoir des moments de complicité que vous n'aviez plus. Ça prend du temps, mais c'est extrêmement efficace et l'enfant va le sentir. Et donc, vous allez pouvoir parler aussi autrement de votre propre enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retirer de cette méthode-là pour des moments très, très compliqués à gérer. Donc, la philosophie de tout ça, ce qu'il faut, c'est qu'il faut prendre du temps pour gagner du temps. Ça, c'est clair parce que, évidemment, on se dit, on a une vie complètement folle, mais c'est tant pis. Il faut aussi consacrer du temps parce que l'enfant, vous l'avez voulu et du coup, il est là, il faut s'en occuper. C'est transformer aussi votre vision de votre enfant. Il n'a pas que des défauts, il a aussi plein de qualités. Le féliciter, vous allez voir que ça a un effet très important. Mais le féliciter, pas pour le féliciter, il faut vraiment que vous en ayez conscience et que ce soit sincère. Sinon, l'enfant va le sentir. Échanger dans les récompenses, mais ça peut être une récompense d'une interaction voilà, positive, un petit moment, le petit déjeuner au lit, le dispenser de mettre la table pour le soir là, etc. Ok, donc ce que j'utilise aussi en parallèle, là, c'est plus le travail avec l'enfant, c'est le thermomètre, des thermomètres, parce que quand un enfant a des problèmes d'émotion, c'est d'abord parce qu'il ne les comprend pas, il ne les a pas intégrés et il ne sait pas ce que ça veut dire dans son corps. Donc on utilise, vous voyez, ces petits thermomètres
où on va apprendre dans des situations, on va dire, difficiles à se placer, ou même quand il va très bien, bah, de se placer ici parce qu'il est heureux ou il a explosé, mais pourquoi il a explosé? Donc, le faire parler après coup de pourquoi il en est venu jusque-là. Et puis, à force qu'il puisse y mettre des mots, définir un peu ses propres émotions en interne avec ce petit support externe, et bien au fur et à mesure, il va être capable de réguler et de faire beaucoup plus facilement retomber son effort, son émotion, pardon. Et puis son effort aussi. Vous avez d'autres petits supports à disposition qu'on peut retrouver aussi en ligne. La roue des émotions, que les tout petits aiment bien aussi. Je me sens pas trop bien, donc j'aimerais bien être seule ou penser à autre chose. Voilà, et je vous propose, pour finir, le dernier point de la présentation, les facteurs pédagogiques. Donc, on va plus être attaché. Alors, il y a eu un courrier qui est issu d'une association, la SOFTAL, Société francophone des troubles des apprentissages et du langage, qui avait été envoyé à M. Véran pendant le confinement pour lui signaler que les enfants TND étaient une population très sensible aux effets de l'environnement, et le fait de les mettre en confinement, ça ne pouvait finalement qu'aggraver. On a eu beaucoup d'inquiétudes sur les comportements et sur le manque de stimulation, de ne pas aller à l'école, de ne pas avoir les cours suffisamment, d'arrêter les rééducations. Donc, il y a eu un moment de grande inquiétude, et il soulignait justement que tous ces facteurs-là avaient un impact et pouvaient justement jouer sur leur développement. Et puis insister, voilà, sur le fait que le développement du cerveau chez l'enfant, de manière générale, est vraiment lié aux interactions avec son environnement. Donc, c'est la famille, l'école et les prises en charge. Très rapidement, pour finir, justement par rapport à l'école et l'éducation nationale, quand on discute un petit peu avec les enseignants, les premiers points qui avaient été mis en avant pendant le confinement, c'était de continuer à avancer dans les apprentissages qui étaient programmés dans les classes. Et puis, les premiers retours des parents, c'est qu'ils étaient totalement surresponsabilisés et ils avaient énormément de culpabilité à ne pas suivre. Donc ensuite, ce qui s'est fait, ce qui a été proposé, c'est de consolider sur tous les acquis. Et les enseignants, quand on discute avec eux, ils n'avaient pas du tout l'habitude d'enseigner de cette manière. Et c'était difficile pour eux d'avoir après coup à savoir comment corriger un simple exercice avec un enfant, d'exercice fait en ligne. Pour les parents, ça c'était un vrai casse-tête parce que sur les supports qui étaient à disposition, par exemple pour le collège, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce qu'on doit trouver, où et quoi, par exemple dans Pronote. Il y avait quelques points qui étaient en ligne, mais voilà, je ne sais pas si toutes les familles ont pu profiter justement de ces supports, puisqu'il y avait énormément de familles qui n'étaient pas suffisamment équipées. Si c'était pas l'ordi, c'était un problème d'imprimante, donc ça a été quand même relativement difficile. Ici, je vous ai mis un lien intéressant où on peut voir la continuité pédagogique de ce qui avait été proposé. Après coup, mais très simplement et rapidement, ce qui a été fait post-confinement, c'est que de la grande section maternelle jusqu'au collège, on a énormément, surtout insisté sur le français et les maths, c'est-à-dire reprendre un peu là où ils en étaient restés juste avant le confinement, sur ces deux matières-là. Ça, simplement pour dire que les prises en charge ont aussi continué pendant le confinement. Vous voyez, par exemple, ici,
Vous avez l'illustration du Doctolib de la semaine où on a fermé. Et vous voyez, on a très vite commencé à mettre en place la visioconférence pour proposer à nos patients des aménagements. Et puis, on a aussi proposé un certain nombre de prises en charge qui marchaient très bien. Ici, vous voyez, si vous regardez, ça c'est une rééducation que j'ai fait avec une petite fille en ligne, avec un support où on voit voilà, la progression qu'elle peut faire. Donc, un travail qui a été efficace pendant le confinement. D'autres supports existent qui sont adaptés pour les psychomotriciens ou les ergothérapeutes. Ils ont vraiment exploité au maximum la visioconférence, les films, les PDF, etc. pour travailler justement certains mouvements. Ici, vous avez des supports qui peuvent exister aussi, qui peuvent aussi être utiles pendant les situations alors en direct à l'école, mais également à la maison. Des petits supports où je vous invite à aller voir sur Internet ou prendre contact, qui vous aident un petit peu à prendre des notes de manière beaucoup plus restreinte, mais de manière beaucoup plus active et ludique. Donc, en conclusion de tous les messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui par rapport à ces questions du confinement, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il faut les conseils, structurer votre espace et votre temps avec des routines quotidiennes. Maintenir un rythme de vie le plus normal possible. Encourager et féliciter, c'est très important pour la relation avec votre enfant. Vous pouvez apprendre à jouer avec lui ou rejouer avec lui, il sera d'autant plus heureux. Alterner le travail et les temps de pause le plus possible, parce qu'il ne peut pas rester concentré très longtemps. Et bien sûr, maintenir le lien avec les thérapeutes. Ce que je voulais aussi simplement conclure, c'est que pour une fois, on va pouvoir entendre l'importance de l'aménagement dans la scolarité à travers ce confinement. On a compris ce que c'était un aménagement. Et finalement, les enfants 10 et le combat des parents montrent qu'ils sont vraiment en avance par rapport sur la société. Et ils vont rester aussi en avance car c'est une préoccupation qui est clairement préoccupation scolaire qui est totalement vitale. Ok, donc dites-vous que peu importe la façon de faire, vous êtes restés et vous resterez des super-héros face à vos enfants. Voilà. Et pour terminer, vous voyez, je vous ai mis le nuage de mots de comment va votre enfant depuis le confinement. Le mot qui va ressortir, c'est le mot bien. Et je trouvais surprenant, le caractère chinois de crise. C'est le même caractère qui décompose le danger d'à côté et l'opportunité de l'autre. Donc, ça, ce qui nous permet aussi de réfléchir même sur la partie un peu négative. Et pour conclure, vous avez certains ouvrages, voilà, ma bibliographie et puis les jeux qui peuvent vous aider à travailler à la maison. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.